D'abord, le nouveau pays Bektashi, et maintenant un changement de frontière en Europe. Les cartographes doivent perdre la tête actuellement. D'abord sur Octonaire. Cet article est paru dans un tas de médias annonçant que l'Italie et la Suisse ont convenu de déplacer leurs frontières communes dans les Alpes. C'est assez rare, pour la plupart. Les frontières européennes sont restées les mêmes depuis le début du XXIe siècle, les deux grandes exceptions étant la séparation du Monténégro et du Kosovo de la Serbie. C'est toujours quelque chose d'amusant à mentionner dans une vidéo, non? Personne ne va se fâcher dans les commentaires. Mais de temps en temps, deux pays s'assoient et conviennent de quelques modifications mineures à leurs frontières communes. Par exemple, en 2020, la France et la Suisse ont apporté un petit changement pour tenir compte des réajustements liés à l'aéroport de Genève où l'infrastructure chevauchait la frontière originale. En 2009, suite à une décision de la Cour internationale de justice, la Roumanie et l'Ukraine ont finalement fixé leurs frontières le long de la mer Noire et divisé les ressources autour de l'île Serpent. Ou en 2014, lorsque l'Allemagne et les Pays-Bas ont ajusté leurs frontières le long de la rivière Elms parce qu'avec le temps, le cours de la rivière avait déplacé son emplacement. Et maintenant, en 2024, la Suisse et l'Italie font quelque chose de similaire aussi et les raisons sont similaires à la cause du changement de frontière germano-néerlandaise également. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre où la frontière change, de quelle manière et pourquoi. Au fait, je viens de faire le tirage au sort Patreon de la peinture, celle que j'ai faite de l'icône du logo de la chaîne, et j'enverrai cette incroyable œuvre d'art aux chanceux gagnants. Je vais effectuer d'autres tirages au sort sur Patreon. Pour participer, soutenez-moi directement sur la plateforme. Mais maintenant, retournons à la frontière. La Suisse occupe une place assez intéressante en Europe. C'est un petit pays, il est enclavé, et il est entouré de nombreuses nations. Il borde la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie, et bien que ses frontières nord soient raisonnablement simples, les frontières sud, est et ouest ne le sont pas. La raison, les Alpes. Les Alpes sont l'une des chaînes de montagnes les plus hautes et les plus étendues d'Europe, s'étendant sur environ 1200 km à travers 8 pays alpins, dont l'un est la Suisse, et les 5 autres sont les pays que la Suisse borde. Cette carte le montre bien, séparant les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, puis les Alpes bavaroises, autrichiennes et slovènes. Il est curieux que la carte indique sa nationalité comme bavaroise et non allemande, contrairement aux autres pays mentionnés. Si nous passons à une image satellite, cela devient encore plus clair, l'immense étendue de la chaîne de montagnes. Et en ce qui concerne l'Italie, toute la frontière avec la Suisse traverse les montagnes des Alpes. La frontière s'étend entre eux sur 744 km, du tripoint franco-suisse-italien à Mondolan à l'ouest, jusqu'au tripoint autrichien-suisse-italien près de Pislat à l'est. C'est la frontière la plus longue de la Suisse et de l'Italie. Et non seulement toute la frontière traverse les Alpes, mais une grande partie traverse même les Hautes-Alpes, atteignant plus de 4600 mètres d'altitude. Fait intéressant, elle passe également par le point le plus bas de la Suisse, alors qu'elle traverse le Lago Maggiore à 200 mètres sous le niveau de la mer. Et bien que les montagnes soient assez solides et ne soient pas vraiment quelque chose qui bouge avec le temps, ces montagnes ont quelque chose de particulier. Je suppose que c'est le propre des hautes montagnes. Des glaciers, plus précisément. Maintenant, les frontières ne sont jamais permanentes, et bien qu'il soit assez rare que des changements significatifs se produisent aujourd'hui, ce ne sont que des lignes que les humains ont décidé de tracer à travers des régions naturelles pour les diviser en entités politiques. Et les frontières entre l'Italie et la Suisse ont en fait une histoire intéressante. La frontière est un produit de la période napoléonienne établie avec la constitution provisoire de la République helvétique de 1798 restaurée en 1815. Bien que cette frontière existait en tant que frontière de la Suisse à partir de 1815, il n'y avait qu'un État italien unifié pour permettre l'existence d'une frontière suisse-italienne avec la formation du Royaume d'Italie en 1861. Elle comprenait auparavant les frontières entre la Suisse et le royaume de Sardaigne, le royaume de Lombardie-Vénétie et la province de Cis-Lituanie de l'Autriche-Hongrie. Depuis 1815, des ajustements ont été effectués à plusieurs reprises au fil de l'histoire. Mais depuis 1946, elle est restée à peu près inchangée, à l'exception de corrections mineures et d'échanges de territoires. Et ces changements mineurs, dont nous allons parler tout de suite, et qui caractérisent ce changement de frontières spécifique, prouvent que les frontières ne sont pas immuables.
Le site web du gouvernement suisse le dit même assez clairement. Les frontières sont généralement considérées comme fixes, mais en fonction du terrain, elles sont sujettes à des changements climatologiques et à des phénomènes naturels, et peuvent donc changer de trajectoire. C'est exactement ce qui s'est passé ici, et a provoqué le changement de frontière entre eux et l'Italie. Car une frontière qui est tracée à travers les sommets glacés des glaciers est définitivement sujette à changement, surtout dans un monde qui se réchauffe. Alors que les températures locales et mondiales augmentent, le sommet du Cervin, qui est l'un des plus hauts sommets des Alpes suisses, a commencé à fondre et les deux pays ont donc convenu de redessiner leurs frontières pour refléter ce nouveau paysage naturel. Avec la Suisse qui gagne de 100 à 150 mètres de territoire dans ce qui était auparavant l'Italie, la Suisse a déjà officiellement approuvé ce changement et l'Italie devrait le faire assez rapidement. Ils agissent tous deux sur un accord commun de l'année dernière. Bien que cela puisse paraître étrange, ce n'est pas nouveau entre les deux pays. En 2000, ils ont fait quelque chose de similaire à Fursatel. En fait, dans ce cas, quelque chose d'assez drôle s'est produit, c'est qu'avec le changement de frontière, le téléski de la station qui existe là-bas a commencé à faire partie de la Suisse au lieu de faire partie de l'Italie, ce qui était le cas lorsqu'il a été construit. On pourrait se demander pourquoi ils ne gardent pas simplement la même frontière, mais à une altitude plus basse. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, et corrigez-moi si je me trompe, ils ont défini et décidé que leur frontière commune doit être fixée sur les sommets de ces glaciers. Cette illustration nous montre comment en 1940, le sommet était ici, et donc c'est là que se trouvait la frontière. Mais avec la fonte des glaces, le sommet des glaciers s'est déplacé ici, 100 à 150 mètres à gauche, et la frontière a dû être réajustée pour correspondre, et ils ont en fait une carte en ligne qui est assez interactive qui nous montre comment la frontière a changé dans tous ces petits détails à divers endroits. Nous pouvons voir les anciennes frontières de 1940 le long des croix noires et la nouvelle ajustée en ligne rose. Les lignes correspondent à de nombreux endroits, mais elles sont aussi très éloignées à d'autres, même si ce n'est que légèrement. Et une bonne sélection nous est présentée pour illustrer ces changements par SwissTopo, l'Office fédéral de topographie de la Suisse. À l'air, ce n'est qu'un tout petit ajustement entre les croix noires et la ligne rose. Mais à Genève-Cautery, c'est beaucoup plus significatif, la frontière étant repoussée assez loin en Suisse. Donc, alors que dans ce cas plus récent, la Suisse a effectivement gagné un peu de terre, il y a beaucoup d'autres cas où elle la perd. À la douane de Bardonnay, ils l'ont aussi perdue, cette fois en faveur de la France, et il semble que cela se trouve au centre de la ville actuelle à la frontière. Au barrage de Livigno, c'est à peu près la même chose, juste une légère adaptation le long du cours de la rivière, tandis qu'au barrage de Mousson, il y a encore un grand changement, avec le territoire suisse qui s'étend vers le sud, quelque chose qui se produit également dans cet exemple final du barrage du Val d'Ille, lorsque, au lieu de continuer en ligne verticale, la frontière s'étend énormément vers l'ouest pour ajouter ce rectangle de territoire à la Suisse. Et quand il s'agit de la question du glacier, on pourrait aussi simplement se demander pourquoi ne change-t-il pas simplement la règle? Non. La frontière, initialement tracée le long des sommets des glaciers, pourrait rester inchangée malgré l'évolution du terrain. Mais il semble y avoir une certaine logique à vouloir conserver ces sommets de glaciers comme marque pour la frontière, car à mesure que la glace fond, elle rend le paysage plus instable, sujet à de dangereux glissements de terrain et à des effondrements de neige. Et donc, la Suisse dit que ces changements sont également conformes aux priorités de sécurité et économique de chaque pays. On pense que la clarification de la frontière aidera les deux côtés à savoir quelles zones ils doivent prendre en charge et s'assurer qu'elles sont sûres. Et il semble que selon les prévisions suisses, ces changements vont continuer à se produire au moins pendant un certain temps. Un article les cite en disant qu'en 2024, les glaciers ont continué à perdre de la glace à une vitesse élevée malgré beaucoup de neige en hiver qui était censée apporter un certain soulagement. Certains glaciers se désintègrent littéralement. Les petits glaciers disparaissent. Les statistiques montrent qu'en 2024, les glaciers de la Suisse ont perdu environ 4% de leur taille par rapport à une perte de 6% l'année précédente. Il est donc très probable que, à mesure qu'ils continueront à fondre à l'avenir, la Suisse et l'Italie devront continuer à ajuster leurs frontières jusqu'à ce que la glace cesse de fondre ou qu'elle ait complètement disparu. Et curieusement, cela semble être exclusif à la frontière de la Suisse avec l'Italie, même si la Suisse partage également ses frontières alpines avec la France et l'Autriche. Le gouvernement suisse déclare qu'il n'y a pas de champs de neige ou de glaciers le long des autres frontières alpines entre la Suisse et la France ou l'Autriche, ce qui pourrait entraîner des changements de position.
Cependant, la frontière entre le canton de Genève et la France a un total d'environ 103 km, dont 50 passent par le milieu des rivières. Au fil du temps et à la suite d'inondations, peut-être aussi de la fonte des glaciers, ces rivières ont modifié leur cours, montrant qu'à divers endroits, la frontière a changé et devra également changer. C'est donc pour cela que la Suisse et l'Italie déplacent leurs frontières où ce déplacement a lieu, et pourquoi ce changement a lieu, nous permettant de comprendre combien de petits changements de frontières ont été effectués le long de la frontière suisse-italienne au fil du temps en raison de la fonte des glaciers et de leur insistance à utiliser les sommets des glaciers comme marque pour la frontière pour des raisons de sécurité et économiques, en plus d'autres petits changements qu'ils ont effectués, comme ceux à la frontière avec la France en raison des changements de cours des rivières ou pour d'autres raisons naturelles. Selon vous, est-il raisonnable qu'ils ajustent la frontière ou devraient-ils la maintenir en l'état malgré les évolutions du terrain? Quels autres changements de frontières intéressants se sont produits récemment et mériteraient une vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un grand merci à mes mécènes pour leur soutien sur Patreon. Nous venons d'atteindre un jalon de 25 personnes dessus. Cela peut paraître peu, mais pour moi c'est beaucoup, donc j'en suis très heureux. Si vous voulez rejoindre notre petite communauté, accéder aux coulisses et à du contenu supplémentaire et en accès anticipé, assurez-vous de vous joindre également. Si ce n'est pas le cas, comme toujours, c'est totalement OK. Merci beaucoup juste pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez attraper les prochaines et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales. Quelle tasse Moomin voulez-vous voir aujourd'hui? Il y a un nombre limité, donc je me demande à quel moment je vais commencer à les répéter, sans même être conscient que je le fais. Aujourd'hui, c'est cette fille. Ce sont des personnages directement issus du spectacle de mouvement. Autant que je sache, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas qui sont les personnages. Peut-être sur Patreon, je peux demander à ma copine, peut-être sur Patreon, je peux demander à ma fiancée de faire comme une visite de nos tasses que nous montrons dans ces vidéos ou que je montre dans ces vidéos et elle peut expliquer qui est chaque personnage. Je ne sais pas, ça pourrait être cool.